Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Une Voix est libre en direct sur France 3 Alsace, sur France 3 Champagne-Ardenne et sur France 3 Lorraine. Une émission à laquelle vous pouvez réagir de chez vous via Twitter avec le hashtag ACAL, A-C-A-L. Un nouveau débat donc dans le cadre des élections régionales, Vincent. Et oui Caroline, au total, 9 listes se lancent dans ces élections. Et notre objectif, bien sûr, c'est que toutes puissent s'exprimer sur notre antenne. Ce sera le cas à l'issue de cette émission d'ailleurs. 6 invités avec nous ce matin. Bonjour à vous. Votre placement sur ce plateau a été déterminé par tirage au sort. On va vous présenter et on commence donc avec vous, Julien Vostine. Vous êtes ouvrier chez PSA, l'usine Peugeot à Mulhouse. Vous avez 37 ans et vous êtes tête de liste régionale pour Lutte ouvrière. Laurent Jacobelli, bonjour, 46 ans, tête de liste dans la grande région du parti Debout la France. Vous êtes à la tête d'une société audiovisuelle, vous avez travaillé par le passé pour TV5 Monde et vous êtes originaire d'Épinal, dans les Vosges. Nadine Corsial, bonjour madame. Vous êtes la chef de file d'Europe Écologie Les Verts dans la Marne. Vous êtes enseignante en histoire-géographie à Reims. Vous avez 52 ans. Vous êtes par ailleurs vice-présidente de l'association Marne Nature Environnement. Bonjour. Bora Yilmaz, bonjour. Vous représentez le Front de gauche, vous en êtes le chef de file en Meurthe-et-Moselle, vous avez 36 ans, vous êtes enseignant en sciences économiques dans un lycée de Toul et vous avez été candidat du Front de gauche lors des dernières municipales à Nancy. David Wenzel, bonjour. Vous avez 30 ans, vous venez de Saint-Dié-des-Vosges, vous travaillez pour une collectivité locale et vous conduisez la liste régionale de l'Union populaire républicaine. Jean-Georges Trouillet, bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes ingénieur en génie civil, vous représentez la liste Unserland alliée au parti mosellan, au parti lorrain et à l'Alliance écologiste indépendante. On va vous entendre bien évidemment, mais d'abord l'actualité de la campagne. Retour sur cette actualité avec la campagne, avec le zapping, la campagne qui essaye de se relancer après les attentats du 13 novembre. C'est donc le zapping de Nicole Fachet qui s'intéresse aux 3 listes non représentées sur ce plateau. Difficile de reprendre la campagne des régionales après les terribles événements du 13 novembre, d'autant que la sécurité n'est pas une compétence des régions. La campagne officielle a démarré lundi, les professions de foi sont parvenues dans les boîtes aux lettres et le collage d'affiches a commencé. C'est l'ordre déterminé par la préfecture. Il y a du 1 jusqu'au 9. Voilà, 9 listes. Je les fais tous, oui, c'est une... Intelligemment, les hommes politiques ont mutualisé leurs efforts au niveau national, donc ce qui permet de réduire les coûts. Au cours des meetings, la campagne a pris un tour plus national lorsque certains chefs de parti sont venus soutenir leurs candidats. Tout d'abord Nicolas Sarkozy qui était mercredi en Alsace, à Schiltigheim, pour soutenir la liste Les Républicains de Philippe Richert, menacée par le FN. Ceux qui nous frappent savent que nous sommes vulnérables. Ils savent que la société française, que les sociétés européennes, que les sociétés occidentales sont fragiles parce qu'un profond malaise les étreint. Ce malaise est dans l'école, ce malaise est dans la culture, ce malaise est dans la justice, dans l'économie, dans la politique. Marine Le Pen s'est déplacée en Lorraine, à Hayange, commune dirigée par le Front National, pour soutenir le numéro 2 du parti, Florian Philippot. Elle n'a pas traité de la campagne régionale, mais de thèmes récurrents au FN, les frontières et l'immigration. Le fondamentalisme islamiste, je le dis avec force, n'aurait pas pu se développer si nous avions mis fin, comme nous le réclamons sans cesse, à une immigration de masse, impossible depuis des années à assimiler. Mais l'Europe ne veut rien faire. Et elle ne peut rien faire. C'est dans son ADN de laisser faire, de laisser passer. Quant à Jean-Pierre Masseret, tête de liste socialiste, il enchaîne les réunions publiques, meeting à Metz en Lorraine, mercredi soir. Cette région, nous la prenons en charge. Et nous sommes les seuls dans cette campagne électorale à vouloir véritablement donner du sens à cette nouvelle région, lui donner du contenu, lui porter un avenir, alors que les autres veulent parfois le pouvoir ou rien du tout, où ils surfent sur d'autres perspectives. Suivi de la Marne et de l'Aube, la campagne sera courte, on vote dans 8 jours. Alors, les attentats du 13 novembre, le bilan est évidemment très lourd, 130 morts, environ 350 blessés. Une rupture pour tout le monde dans la campagne. Alors, certains d'entre vous ont tout arrêté pendant 2 semaines, d'autres juste le temps du deuil national, c'est-à-dire 3 jours, et d'autres, enfin, pas du tout.
Vous, par exemple, David Wenzel, pourquoi ne pas avoir arrêté la campagne ? Alors tout d'abord parce que les citoyens ne connaissent pas nos analyses et l'Union populaire républicaine, et comme nous nous présentons justement à ces élections pour nous faire connaître, ça aurait été vraiment pour nous quelque chose de dommageable. Après, nous insistons évidemment sur le fait que ces incidents sont vraiment tragiques. Jean-Georges Trouillet, vous avez choisi d'arrêter 3 jours. Comment on reprend derrière un deuil national ? Alors effectivement, nous avons tous été marqués par ces attentats tragiques qui ont marqué également l'Europe entière. Nous avons décidé de respecter ce deuil national parce que c'était pour nous un devoir. Nous avons également remarqué que certains autres partis ne l'ont pas respecté. Pour nous, Pensez à qui ? Tout ça, les Républicains ont tracté pendant le dimanche même. Il y avait d'autres partis qui ont fait des meetings le samedi soir en Alsace. Je veux dire par là, nous, on a été très clair là-dessus et on a voulu respecter ce deuil. Maintenant, ce qu'on constate dans cette campagne, c'est qu'il y a une focalisation sur ce thème des attentats et que derrière, finalement, cette campagne régionale, dans laquelle il y a des enjeux très forts, elle passe au second plan. Et ça, aujourd'hui, nous le regrettons. Et surtout, ce que nous regrettons, c'est derrière l'instrumentalisation que fait François Hollande, le gouvernement, de ces attentats, en interdisant, par exemple, les rassemblements politiques le week-end, en autorisant, par exemple, les manifestations sportives ou culturelles. Aujourd'hui, quand on a des enjeux aussi forts, il y avait 2 solutions. Soit on décalait la campagne, soit on la laissait faire. Mais là, aujourd'hui, on est dans des situations qui sont un peu compliquées. Mais nous faisons campagne et on fera campagne jusqu'au bout. Je voudrais juste rajouter que je suis pleinement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et notamment que ça pose véritablement un problème démocratique, car les citoyens n'ont quasiment pas eu accès au programme des différents partis. Donc on considère que mettre une élection dans de telles conditions, par exemple si ça avait été le cas en Russie... C'est-à-dire qu'il aurait fallu l'annuler cette élection selon vous ? Soit faire une campagne réelle et où tout le monde peut s'exprimer, soit effectivement la repousser où on aurait simplement eu 3 jours de deuil national. Il fallait évidemment les respecter, ces 3 jours. Oui, mais alors pour un parti comme le nôtre qui n'avons quasiment pas eu accès, pour ne pas dire pas eu accès aux grands médias de diffusion, c'est vraiment dommageable. Et j'insiste encore une fois... Vous pensez que vous n'avez pas eu accès parce qu'il y a eu les attentats du 13 novembre ? Pas uniquement que ça, mais c'est une des raisons. Et encore une fois, si les élections avaient eu lieu dans de telles conditions, par exemple en Russie... on va rester dans la grande région ACAL, si vous voulez bien. Julien Vostine, vous aussi, vous avez poursuivi la campagne. Vous n'avez pas jugé utile de la mettre entre parenthèses. Pourquoi ? Je crois qu'on avait des choses à dire par rapport à ces attentats, par rapport aux responsabilités notamment du gouvernement et de l'État français dans ce chaos qui est engendré au Moyen-Orient par les interventions des États-Unis mais aussi de la France. J'ai pas eu l'impression que la campagne ait été suspendue. J'ai vu François Hollande recevoir Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen à l'Élysée. J'ai vu tous les chefs de file des grands partis prendre la parole dès le soir du 13 novembre et dans les jours qui ont suivi. Ils ont pu dire ensuite qu'ils suspendaient la campagne, mais en réalité, on les a jamais autant entendus qu'après ces attentats. C'est de l'instrumentalisation, comme le dit Jean-Georges Trouillet. Moi, je pense que c'est un piège grossier, ce discours sur l'unité nationale. On a un gouvernement qui tape fort aujourd'hui sur les classes populaires, qui roule ouvertement pour le patronat et qui est en train de nous expliquer qu'il faudrait tous le suivre comme un seul homme. On se rend compte au passage que du PS aux Républicains jusqu'au Front National, tous ces partis-là sont d'accord pour nous emmener dans une logique guerrière dont, à mon avis, les travailleurs n'ont pas à suivre ces consignes. Nadine Curcial, les Verts ont respecté, on fait une trêve. Comment on revient derrière ? Est-ce qu'on garde les mêmes thématiques ? Est-ce que les électeurs sont réceptifs comme avant les attentats ? Alors nous avons interrompu immédiatement la campagne à minuit et demi. Nous estimions qu'il y avait un temps nécessaire de partage de l'émotion et de la douleur et de recueillement. Et puis ensuite, il fallait que la démocratie passe. Donc nous avons repris le débat en essayant d'être les plus dignes possibles et avec un sens profond de la responsabilité. Et évidemment, chaque débat, il y a un temps nécessaire pour aborder cette question-là de la sécurité. Les gens sont en demande, donc la campagne n'est plus la même. On va revenir à la sécurité dans un instant. Laurent Jacobelli, quoi qu'il arrive, ces élections devaient se tenir, selon vous ? Oui, bien sûr, elles devaient se tenir. C'est un espace démocratique et les élections, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est le meilleur moyen de se défendre. Nous avons respecté, avec l'ensemble des listes Debout la France partout, le deuil national. Mais après le deuil, je pense qu'il faut le temps de la réflexion. Et il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur ce gouvernement qui savait, qui avait le nom
des terroristes et qui n'a rien fait. Ce gouvernement qui savait que les frontières étaient des frontières passoires par lesquelles on passait des kalachnikovs et qui n'a jamais, récemment, rétabli les frontières. Ce gouvernement qui avait des renseignements et qui les a ignorés, notamment de la part de la Syrie. Et je pense que tout ça, ça donne l'image de cette classe politique vieillissante qui n'agit pas, mais qui fait de la com. Or, c'est pas avec des larmes, c'est pas avec des bons sentiments, c'est pas avec des mots qu'on fera baisser les kalachnikovs. Il faut de l'action. Et ce qui est très triste, c'est que le gouvernement avait les mesures à prendre. Nous les avions proposées, 20 mesures à prendre, fermer les frontières, isoler les djihadistes, mais qui n'a pas agi. On sort du débat direct. Non, parce que c'est la même classe politique. C'est la même classe politique que nous avons à la tête de nos régions et qui n'agit pas non plus. Bora Yilmaz, qu'on n'a pas encore entendu sur le front de gauche, sur cette question. Je suis saisi par l'insensibilité qui s'exprime ici. On peut rester très sérieux dans nos expressions, dans notre propos et malgré tout être sensible, être sidéré par ce qui s'est passé. Et c'est ça, c'est la première raison pour laquelle on a interrompu, nous, la campagne, parce que les militants, les responsables, les candidats étaient tous, comme toute la population, sidérés par ce qui s'était passé. Mais effectivement, très vite, dès lors que l'élection régionale était maintenue, nous avons repris la campagne parce que la confrontation démocratique, le débat démocratique, c'est une tradition forte en France, était nécessaire pour répondre à la situation. Il y a un besoin de cohésion sociale, de cohésion nationale. Et je crois que les réponses que nous apportons dans ce débat des élections régionales, ce sont aussi des réponses à cette situation de crise. On va voir que les choses ont un peu changé quand même dans l'esprit des gens. Dans un sondage effectué en début de semaine par Ipsos pour France 3, il apparaît que 59% des personnes interrogées se disent intéressées par le scrutin régional des 6 et 13 décembre prochains. Ce chiffre est en hausse de 5 points par rapport à la période d'avant les attentats. Et puis il ressort également que seulement 44% des électeurs feront leur choix en fonction de la situation politique au niveau régional. Ce qui veut dire qu'une large majorité votera donc pour ces élections en fonction de la situation politique nationale. Là encore, un chiffre en forte hausse, plus 6 points depuis les attentats. Ça veut dire un peu ce que vous disiez les uns les autres. Finalement, on n'a pas changé d'élection, mais on a changé d'enjeu. Ça devient un enjeu national. Laurent Jacobelli, c'est ce que vous disiez il y a un instant. C'est difficile de revenir dans une campagne régionale. Mais vous savez, la région, aujourd'hui, elle est au cœur d'une nation et qu'il est très difficile de détricoter les problèmes et de dire ça c'est régional, ça c'est local, ça c'est national. Justement, parlons-en quand même. Parce qu'il s'agit bien d'enjeux nationaux. Et la sécurité, en l'occurrence, on l'a vu, à l'instant, la sécurité n'est pas de la compétence directe des régions. On s'était dit dans le zapping, justement, c'est les questions que je voulais vous poser, Laurent Jacobelli. Selon vous, la région doit-elle s'emparer de cette thématique ? Mais la région doit s'emparer de toutes les thématiques. Le rôle d'un élu, c'est de défendre ses concitoyens. Mais de respecter aussi les compétences qui lui sont données par la Constitution et la loi. Oui, mais précision sur la sécurité. Tout d'abord, la région peut faire des choses. Elle peut déjà ne pas aggraver l'insécurité. Quand M. Masseret débloque des centaines de milliers d'euros pour accueillir des clandestins dans les villages, et on sait que des djihadistes se cachent parmi les clandestins, c'est irresponsable et ça va contre la sécurité. Plus loin, la région peut aider les villes, les petites communes qui n'ont pas les moyens d'assurer leur propre vidéoprotection à financer leur vidéoprotection. Et la région, enfin, peut aider à sécuriser les abords des lycées. Il y a de plus en plus de deals, de plus en plus de raquettes. Des portiques pour détecter les électeurs, pour détecter les métaux, c'est ça ? C'est à ça que vous pensez ? Non, je pense que beaucoup l'évoquent. Je pense à de la vidéoprotection et s'il faut des portiques, évidemment, nous aiderons à les financer. Bien sûr, la sécurité est un droit. Bora Yilmaz, vous voulez intervenir ? Je voudrais exprimer un désaccord assez frontal avec ce qui vient d'être dit parce que pour nous, la sécurité, c'est une question éminemment nationale et la réponse à apporter en matière de sécurité, qui est un besoin légitime de la part de la population, elle doit venir de l'État central. Pourquoi ? Elle doit venir de l'État central. Sans saisir. Alors, il s'agit d'une question d'égalité sur le territoire. Tous les citoyens, l'ensemble de la population doit pouvoir être protégé à égalité. Et cette situation de crise nous rappelle que nous avons besoin d'un État fort. On parle de sécurité, c'est évidemment les services de police, mais dans l'ensemble, ce sont tous les services publics et la fuite en avant dans la décentralisation ne doit pas être une occasion d'affaiblir ces services publics forts dont on a besoin pour faire face à ce genre de situation. Nadine Corcel, est-ce que la région doit s'emparer du thème de la sécurité ? Pour nous, la sécurité, le tout sécuritaire, ce n'est pas une réponse. On a vu Nicolas Sarkozy réclamer un renforcement du tout sécuritaire et c'est précisément lui qui a supprimé 12 000 emplois dans la police entre 2007 et 2012. Pour nous, la sécurité, ça passe par
par un renforcement effectivement de la police de proximité, mais surtout l'aide aux associations dans les quartiers. La sécurité sans mesures sécuritaires, si je comprends bien. C'est-à-dire que ça passe par la prévention, par plus de moyens pour la justice. Le juge Trévidic le dit très bien, si on avait créé plus d'emplois dans la justice, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. En fait, c'est un mixte qui passe aussi par effectivement, c'est un enjeu national. Après, la région, la première sécurité qu'elle puisse apporter, c'est la sécurité de l'emploi. Je pense qu'au niveau de la sécurité, il faut quand même repréciser une chose. Nous sommes certes en France, nous sommes certes dans les régions, mais nous sommes également en Europe. Les réseaux auxquels nous avons affaire, ces réseaux terroristes, ce sont des réseaux qui sont structurés de manière internationale. Si on veut arriver à apporter des solutions, il faut une coopération internationale, des échanges sur les renseignements. Les frontières, aujourd'hui, ce sont des frontières également européennes. Je veux dire, il y a deux échelons, il y a plusieurs échelons d'action. Il y a l'Europe, il y a également l'État, mais également les régions. Parce que, je veux dire, la politique, effectivement, d'insertion, quand on s'insère dans une région, quand on rentre dans une région, c'est dans le local qu'on s'insère. Donc, c'est de ce niveau-là que l'on doit agir. La solution est européenne, David Wetzel ? Je doute. Ce que nous expliquons, que vous le disiez. Ce qu'on nous expliquons, en fait, c'est les causes profondes de ce qui ont poussé des personnes à attaquer notre nation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre appartenance directe à l'OTAN. Il faut savoir que notre appartenance à l'OTAN nous a entraînés dans des guerres illégales à travers tout le Moyen-Orient. Et il ne faut pas après s'étonner après le carnage. Vous pensez que Daesh a fait des attentats en France à cause de l'appartenance de la France à l'OTAN ? Peu de temps après les attentats, on a tout de suite entendu que c'était des personnes qui revendiquaient, qui étaient des Syriens et qui se revendiquaient comme tels, et donc ensuite qui ont pu... je veux dire, l'idée première, en fait, c'est que comme on a détruit leur pays, fatalement, eux, il faut ils font quelque chose et ils agissent. Et malheureusement, on se crée des ennemis à travers le monde à cause de notre soumission à l'OTAN. Jules Avostine, la région doit-elle se saisir d'une forme de compétence en matière de sécurité ? D'abord, je voulais préciser quand même, par rapport à mon intervention de tout à l'heure, je partage évidemment l'émotion de l'immense majorité de la population par rapport à ces attentats. Mais je crois pas, je comprends aussi qu'il y a un besoin de sécurité qui puisse s'exprimer. Je ne crois pas que les mesures de l'état d'urgence, elles sont de nature aujourd'hui à pouvoir empêcher... Est-ce que la région doit agir ? Je ne sais pas si la région c'est une question importante parce qu'on est là pour en parler. Le problème quand même, la guerre, le terrorisme, il n'a pas commencé il y a 14 jours. Alors évidemment, il a frappé sur notre territoire et ça nous touche sûrement plus. Le terrorisme, ça fait quand même 14 ans qu'on est confronté à des actes terroristes. À l'époque des attentats du World Trade Center, il y avait 1 ou 2 foyers terroristes dans le monde. Il y en a des dizaines aujourd'hui. Ça montre quand même que les interventions de l'État français, parce que c'est pas un problème de région dans ce cas-là, les interventions de l'État français, n'ont fait qu'engendrer finalement ce terrorisme. Et c'est pas avec les mesures de l'état d'urgence qu'on arrivera à y faire face. On va s'arrêter là sur les attentats. On voulait évidemment vous faire réagir puisque les attentats ont marqué, je le disais tout à l'heure, la campagne. Ça nous semblait normal de vous donner la parole sur cette préoccupation-là. On va revenir, j'allais dire, fondamentaux de la région. Vincent. Absolument. Et les fondamentaux, c'est aussi l'identité de chacun d'entre vous. Hormis Europe Écologie Les Verts, vous êtes tous, sinon hostiles, du moins indifférents à cette réforme, à cette fusion des 3 grandes régions, à savoir Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Mais ça, vous êtes au courant, j'imagine. Et le plus hostile, c'est sans doute vous, Jean-Georges Trouillet. Quelle ligne de conduite allez-vous adopter si demain vous êtes élu dans la future Assemblée ? Comment allez-vous vous comporter dans une Assemblée dont vous contestez même l'existence ? Tout simplement, notre objectif prioritaire, c'est d'abroger la création de cette région ACAL et de mettre les moyens en œuvre pour que cette abrogation se passe le plus rapidement possible. Il y a déjà des outils dans le Code général des collectivités territoriales qui peuvent le permettre, mais au-delà de ces outils juridiques, c'est d'abord établir un rapport de force politique. Et c'est ce que nous avons commencé maintenant depuis plusieurs mois, pratiquement 2 ans, en organisant des manifestations avec des pétitions qui ont recueilli plus de 120 000 signatures, en allant attaquer en justice l'État devant le Conseil d'État. Et aujourd'hui, logiquement, c'est la traduction politique. Il y aura 169 conseillers régionaux. Il faut être nombreux pour faire un rapport de force politique. Vous en avez conscience. Non, mais le rapport de force politique, si vous voulez, il s'exprime de manière très simple. Le score que la liste que nous portons va faire sera examinée à la loupe par le gouvernement. C'est très exactement ce que nous a dit le ministre en charge des collectivités territoriales que nous avons rencontré à Altkirch maintenant il y a 2 semaines. Donc, précisément, pour nous, ces élections, c'est un référendum. Et vous visez quoi ? Quel pourcentage ? Nous visons le pourcentage qui nous permettra de revenir à nos régions dans leur contour initial et puis ensuite de les développer en leur donnant plus de compétences et plus de moyens. David Wetzel, cette réforme territoriale vise à démanteler progressivement et en catimini la République française. Ce sont vos documents de campagne qui le disent.
Pourquoi cette réforme vous paraît-elle dangereuse ? Alors encore une fois, nous expliquons les causes profondes de cette fusion des régions. Il faut savoir que si vous prenez les grandes orientations de politique économique qui nous sont imposées par la Commission européenne, en fait, ils ont demandé à l'État de réformer les collectivités locales et notamment les régions. Et donc, en fait, cette fusion des régions, elle ne vient pas du gouvernement, elle est imposée par la Commission européenne et le gouvernement ne fait que d'appliquer ce qui a été demandé par la Commission. Si vous permettez, c'est complètement faux. La Commission européenne a demandé à la France de faire en sorte qu'il y ait des économies. La France a dit... Et de réformer les collectivités, je vous assure, c'est dans les grandes orientations de politique économique. La France a décidé de faire une réforme territoriale. Sur la base de cette réforme territoriale, la Commission à Bruxelles a dit si c'est cette réforme que vous faites, elle n'apportera aucune économie. Bien au contraire, vous aurez des frais de fonctionnement en plus. C'est l'inverse, franchement, c'est vraiment... Je suis désolé, c'est ce que disent tous les experts. Les grandes orientations de politique économique, et vous le verrez, c'est dedans. En tout cas, votre hostilité de fait à la grande région est bien notée. David Wenzel, Laurent Jacobelli, vous êtes vous aussi hostile à cette réforme. Comment faire pour justement neutraliser cette réforme ? Parce que c'est bien ça votre objectif, si j'ai bien compris. C'est clairement notre objectif, parce que cette réforme, elle s'est faite dans le dos de la population. Clairement, ni les Champardonnais, ni les Lorrains, ni les Alsaciens n'en veulent. Et elle s'est faite pour des raisons purement politiques. On le sait, il y a un accord entre M. Masseret et M. Richert qui veulent accroître leur zone de pouvoir. C'est d'ailleurs assez drôle. La réforme n'a pas été faite par Masseret ou Richert. Non, mais elle a été négociée. Ils se sont mis d'accord pour l'Alsace-Lorraine. On leur a demandé de prendre en plus la Champagne-Ardenne. Et c'est quand même drôle de voir maintenant qu'ils font la course à l'échalote pour essayer d'obtenir la présidence. Surtout quand on voit ce que disait M. Richert, c'est-à-dire que la fusion avec la Champagne-Ardenne, la Lorraine, serait la pire nouvelle pour l'Alsace depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu cynique quand on voit aujourd'hui la pire nouvelle pour l'Alsace depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il a dit. Vous pouvez regarder. Il l'a déclaré au Figaro. Il y a même une vidéo. Bon. Mais plus simplement, pour contourner cette loi qui est mauvaise, mais nous sommes républicains et nous allons l'accepter, nous proposons d'avoir 3 vice-présidents. Un vice-président pour la Champagne-Ardenne, un vice-président pour la Lorraine, un vice-président pour l'Alsace. Chacun s'occupera de son territoire avec un budget dédié, maintenu à l'identique de ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est une solution concrète pour un problème que nous n'avons pas voulu, qui nous tombe dessus, mais ce sera un moyen de rester proche des territoires et d'agir. Si je comprends bien, M. Jacobelli, vous combattez une réforme, mais finalement, vous dites que vous combattez une réforme, parce que finalement, sur le terrain, on n'a pas beaucoup vu votre formation. Mais au final, vous l'acceptez malgré son incohérence et malgré le fait qu'elle n'apportera aucune solution, ni pour l'emploi, ni pour les préoccupations. On va parler de l'emploi dans un instant. Nadine Corsia, vous avez fort à faire. Vous êtes la seule à peu près favorable à la réforme sur ce plateau. Vous, qu'est-ce que vous en attendez comme résultat positif ? Alors là, il faut quand même apporter un démenti. Nous ne sommes pas favorables à la réforme telle qu'elle a été proposée par la loi NOTRe. Cette réforme, nous n'avons pas voulu telle qu'elle est proposée, mais comme disait Roosevelt, en fait, nous allons la faire. Et nous faisons confiance aux habitants de la région pour créer une région qui soit dynamique, une région 100% qualité de vie, 100% emploi, tout en respectant les identités culturelles régionales des anciennes régions. Ça veut dire que vous en attendez tout de même, vous en espérez des résultats positifs ? Oui, parce que en fait, on voit, d'ailleurs, on avait une rencontre avec Éric Piolle, qui est maire de Grenoble, comme chacun sait, et qui montrait que, en fait, les élus locaux ont pouvoir pour changer la qualité de vie, changer le quotidien des habitants. Et donc, on peut, par des élus responsables, en faire une région vraiment pionnière en matière d'emploi, dans les énergies renouvelables, etc. Pour revenir à cette réforme, vous pensez aussi que la région peut être plus efficace, plus économe aussi ? Non, il n'y aura pas d'économie d'échelle, ça c'est certain. Mais voilà, on va faire affaire. On va faire avec, pardon. Mais vous faites quand même inacceptable alors. On n'a pas le choix. On a le choix. En politique, on peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Sinon, on ne fait pas de politique. Le rôle de l'homme politique, c'est de proposer des choix et des alternatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de la circonscription telle qu'elle nous est imposée. Après, bien sûr qu'on a le choix politique. Tout est politique. Bora Yilmaz, vous aussi, vous n'étiez pas très chaud au Front de Gauche quant à cette réforme. Notamment, vous avez beaucoup évoqué le fait qu'il y aurait une concurrence accrue entre territoires avec cette réforme. Justement, quel est le lien entre compétition accrue et grande région, selon vous ? Nous ne sommes pas hostiles, qu'on soit bien clair là-dessus, à une coopération entre les territoires alsaciens, champardonnais, lorrains. Le problème n'est pas vraiment là. Le problème, il est dans cette fuite en avant dans la décentralisation dont on peut constater depuis les années 80 un certain nombre de dégâts. L'objectif qui est affiché systématiquement, c'est de... Un exemple de dégâts. On pourrait évoquer la question de la gestion des lycées ou des collèges, mais je veux dire une chose, on nous présente cette décentralisation comme un moyen de rapprocher le pouvoir politique des citoyens. Or, ce qu'on constate,
c'est que cette fuite en avant dans la décentralisation, elle a plutôt tendance à l'éloigner, parce qu'on a des pôles qui concentrent des lieux de pouvoir dans les territoires, et que par ailleurs, et c'est le plus gros problème, la décentralisation met en concurrence les territoires les uns avec les autres, et c'est un moyen pour l'État de se décharger d'un certain nombre de missions, de compétences sur les collectivités, de réduire les dotations à ces collectivités et au final d'affaiblir les services publics présents sur les territoires. Nous avons organisé un débat sur cette réforme territoriale et c'est vrai que pour nous l'objectif c'est de compenser en fait grâce à la région la désertification des campagnes, des espaces ruraux. Julien Wostin, Lutte ouvrière croit peu au principe d'élection, par essence. Cette élection régionale, comment vous la prenez ? C'est une élection de plus pour porter vos thèses ou la thématique régionale est importante pour vous ? Ces élections, elles ont un enjeu national, on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, puisque les préoccupations des classes populaires aujourd'hui, c'est pas simplement de savoir s'il faut faire cette fusion ou pas. Ça peut être un problème si c'est encore des attaques contre les services qui sont utiles à la population, si c'est des économies qui sont dirigées vers les services publics. Vous êtes plutôt inquiet, vous ? Ça sera un problème. Maintenant, je vois surtout que le gouvernement n'a pas attendu la fusion des régions pour diminuer toujours plus les budgets de ces services qui sont utiles à la population. Et encore une fois, les préoccupations des classes populaires, qu'on vive en Alsace, en Champagne-Ardenne ou dans le Nord ou en PACA, c'est quand même le chômage, c'est quand même comment on fait demain pour vivre, et c'est pas est-ce qu'il faut une fusion ou pas de ces trois régions. Il faut préciser que c'est une décentralisation qui s'inscrit dans un contexte national et européen de politique d'austérité menée à tous les niveaux. Et c'est cette question-là que... Ça confirme exactement ce que je disais sur les grandes orientations de politique économique, où on demande systématiquement de réduire les budgets de l'État et ce qui accorde... Il s'agit d'être plus efficace en tout cas. Ensuite, est-ce que ça marche ? S'il vous plaît, il faut tendre le coup à deux légendes sur cette grande réforme. Tout d'abord qu'on pourra revenir en arrière et tout changer. Ça, c'est vendre du rêve et malheureusement, il faut s'arrêter. Alors, est-ce qu'il faut neutraliser pour autant ? Deuxièmement, cette idée d'économie de la grande échelle, sachez que les élus régionaux toucheront beaucoup plus d'argent parce que la région est plus grande et que rien que ce surcoût-là, c'est 8 millions d'euros. On peut faire néanmoins des économies ailleurs. Allez, le débat est lancé. La voix est libre spéciale élections régionales. Elles sont bientôt demain, 6 et 13 décembre prochain. France 3 Alsace, France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Lorraine font antenne commune pour l'occasion. Bienvenue si vous nous rejoignez. Un mot à connaître pour réagir sur Twitter, tout simplement le hashtag ACAL. Allez, deuxième grand thème de cette émission, il est important, l'emploi, grande préoccupation bien sûr. Regardez ce sondage, parmi les enjeux régionaux retenus par les Français pour déterminer leur vote, eh bien le développement économique est en première place pour 54% des personnes interrogées lors de ce sondage Ipsos pour France 3 effectué en début de semaine. Et pour cause, un chômage important, 309 436 chômeurs, très exactement, dans la grande région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, des chômeurs de catégorie A, sans aucune activité. Donc, ce sont les derniers chiffres du Pôle emploi après la nette hausse du mois d'octobre. Nadine Corsial, question que tout le monde se pose, que tous les électeurs se posent par rapport à cette élection. Comment créer de l'emploi au niveau régional ? Quelle action peut avoir le Conseil régional ? Alors déjà, le budget pour la grande région, c'est un budget de 2,4 milliards d'euros, donc c'est pas négligeable. Oui, voilà. En fait, la région a récupéré la compétence énergétique et la compétence économique élargie. Donc, il y a véritablement là un outil de création d'emplois. Pour nous, la création d'emplois, c'est dans la transition énergétique. Création d'emplois autour de la rénovation thermique des logements, autour des énergies nouvelles. On a budgétisé ça très, très simplement. En quoi les énergies nouvelles peuvent favoriser l'emploi dans la grande région ? Alors, 1 million d'euros investis dans le nucléaire, ça correspond à 5 emplois. 1 million d'euros investis dans la rénovation énergétique et la transition énergétique, c'est 19 emplois. Donc, on voit bien qu'il y a un ratio là qui est favorable. Vous pensez à des emplois d'artisans qui devraient se développer, c'est à ça que vous pensez ? Oui, exactement. Nous, on va prioriser en fait l'emploi pour les PME, pour la petite agriculture, les petits éleveurs, et donc on veut véritablement cibler l'emploi, les aides aux entreprises, aux acteurs économiques qui créent des emplois locaux et qui créent des emplois durables. Comment on crée de l'emploi dans la grande région ? Jean-Georges Trouillet. Alors aujourd'hui, effectivement, la région a comme rôle de créer des schémas d'organisation économique.
malheureusement, ça sera de véritables usines à gaz, puisqu'il faudra intégrer dans cette réflexion les différentes collectivités, et à la fin, ce sera toujours le préfet qui décide. Néanmoins, il y a déjà des possibilités qui existent déjà, et qui sont relativement peu appliquées, qui est la clause d'insertion sociale, qui permet en fait, dans les appels d'offres lancés par la région, d'employer un pourcentage de chômeurs, par exemple 10%. Ça existe déjà, effectivement. Tout à fait, mais c'est relativement peu utilisé, et on devrait l'utiliser plus souvent. On a également la possibilité, à travers la compétence des lycées, de manger local dans les cantines. C'est quelque chose qu'on pourra encore plus développer. Et puis également, pour tous les appels d'offres qui sont lancés par la région ou les projets qui sont cofinancés par la région, faire en sorte que les lots, de la façon dont ils sont conçus, permettent justement aux PME d'y participer au lieu de favoriser les grands groupes. C'est de la création d'emplois par les marchés publics, si je vous entends bien. Il n'y a pas vraiment de politique ou de stratégie à vous entendre. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, ce sont pratiquement les seuls leviers de la région. Et finalement, on peut déjà faire des choses, mais ça sera largement insuffisant, parce que derrière, c'est le système qu'il faut changer. Il faut regarder comment fonctionnent les régions dans lesquelles il y a quasiment le plein emploi, qui sont juste à côté de chez nous. Ces régions, il y a deux choses qui les distinguent de nos régions et de la CAL encore plus. C'est le fait qu'ils ont tous les leviers pour pouvoir agir sur l'économie en ayant tout le monde doit s'exprimer, Georges Trouillet. Oui. Mais finissez rapidement, s'il vous plaît. En ayant les moyens d'avoir des financements, il faut que 80% des impôts prélevés en région soient réinvestis en région. Et la seconde chose, c'est avoir des politiques cohérentes. Oui, c'est transformer la France en Allemagne, effectivement. C'est transformer excusez-moi si vous permettez, c'est transformer la France il faut qu'on avance. Dans des pays fédéraux comme le sont la plupart des pays européens. Julien Faustine, est-ce que la région a véritablement ou aura véritablement des leviers pour intervenir en matière de création d'emplois ? Moi, j'entends là parler de création d'emplois. Avant de parler de création d'emplois dans je ne sais quel secteur, il faudrait déjà surtout interdire aux entreprises de licencier, aux grandes entreprises de licencier. Quand on voit qu'il y a 5 millions de chômeurs dans ce pays, qu'il y a des centaines de milliers de chômeurs dans cette grande région, et qu'on explique à ceux qui ont du travail qu'il faut que 35 heures par semaine, c'est pas assez, il faudrait travailler plus, que 42 ans de cotisation, c'est pas assez, il faudrait cotiser plus. C'est complètement aberrant, cette situation. Il faudrait non seulement interdire aux patrons de licencier, mais aussi répartir le travail entre tous. Donc là, c'est pas au niveau régional que ça se ferait, c'est au niveau de l'État. La politique régionale, comme la politique au niveau de l'État, c'est de subventionner à fond perdu des entreprises pour soi-disant créer des emplois. On a vu Smart en Lorraine toucher 11 millions d'euros à l'époque de son installation à Ambach, et aujourd'hui faire un chantage à l'emploi. Je travaille à PSA. PSA, c'est 180 millions d'euros de crédit d'impôt, compétitivité emploi, d'aide. Voilà, pour soi-disant créer des emplois. Le résultat, 15 000 emplois supprimés en France. Mais la région là-dedans, elle peut faire quoi ? La région, elle peut arrêter, tant que ces entreprises continueront de licencier, elle peut arrêter de subventionner les entreprises et que l'argent, ils aillent au service utile à la population. Cette question des aides est effectivement importante parce que l'action économique est centrale dans la grande région. On a fait des comptes d'ailleurs avec Caroline. Grosso modo, entre l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, on est à 200 millions d'euros par an d'argent investi pour les entreprises. Faut-il, comme le préconise Monsieur Faustine, encadrer les aides aux entreprises? Laurent Jacobelli. De manière plus générale, je vais répondre à votre question, mais oui, la région a un impact sur l'emploi. Il n'y a pas de raison que notre région, riche en industrie, riche en agriculture, riche en tourisme, potentiellement, soit à 1 ou 2 points au-dessus de la moyenne nationale en termes de chômage. Ça veut bien dire que à l'échelle de la région, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites ou mal faites. Et pour répondre à votre question, il faut maintenant que la région, elle surveille ce à quoi elle participe. Quand la région donne de l'aide à une entreprise, il faut qu'en retour, elle demande quelque chose. Quand M. Masseret finance une filiale de Schneider Electric, qui lui donne 800 000 euros et que Schneider Electric en profite pour délocaliser en Pologne, c'est inacceptable. L'argent de la région doit servir à l'emploi dans la région, qu'est-ce qu'on fait ? Pas ailleurs. Eh bien, on fait des contrats avec des contreparties. C'est-à-dire qu'on dit, on va vous verser tous les mois une partie de l'aide. Si jamais vous faites appel à des travailleurs détachés, si jamais vous délocalisez, si jamais vous licenciez, vous n'aurez plus votre aide. Vous savez que c'est très difficile. Mais nous le ferons. Interdit par les traités européens. Oui, eh bien, c'est faux. D'autres pays le font. Il suffit d'être très malin dans la rédaction des contrats. Ensuite, nous donnerons la priorité. J'aimerais bien voir. Je finis un autre point qui va dans le même sens. Et après, je laisse la parole. Parce que j'aurais bien aimé entendre Monsieur Yilmaz. Il faut donner la priorité de tous les contrats de la région à des entreprises locales et qui n'emploient pas de travailleurs détachés. Qu'est-ce que c'est ? Une entreprise, soit de la région, soit simplement française, s'il n'y a pas les savoir-faire dans la région, mais il y a les savoir-faire. Tiens, un exemple, à Chaumont, il y a la Cité des Arts Graphiques, par exemple, c'est un bâtiment subventionné par les localités, par les collectivités. Eh bien, on a trouvé sur les chantiers des travailleurs détachés qui dormaient dans la cave la nuit. C'est inacceptable avec l'argent des citoyens de la région. L'emploi doit être notre priorité chez nous.
On vous écoute, David Wetzel. Donc moi j'aimerais vraiment réagir parce que là je tombe sur la tête, quoi. Enfin je veux dire, il faut regarder ce qui existe. Donc on est lié par des traités qui sont supranationaux, qui nous interdisent à l'État d'empêcher les délocalisations. C'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Non, c'est la vérité. Je les ai ici, ils sont là, on peut vérifier. Non, on est clairement dans une économie de marché, ça, tout le monde vous l'accordera. Non, mais donc du coup, je veux dire, on ne peut pas lutter efficacement contre l'emploi. Il faut regarder ce qui se passe. Ça fait des dizaines d'années maintenant. Lutter contre le chômage. Pardon ? Lutter contre le chômage. Oui, pardon, excusez-moi. Ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on voit que chaque jour qui passe, on perd entre 800 emplois industriels par jour, qu'il y a une usine qui ferme par jour. Donc on fait quoi ? Il y a des raisons réelles. C'est cette fameuse article 63. Maintenant, si on veut un jour pouvoir lutter efficacement contre ça, nous n'aurons pas d'autre choix que de quitter l'Union européenne pour pouvoir redevenir un État indépendant et se protéger, par exemple, des produits fabriqués dans des pays à très bas coût de salaire en mettant, comme c'était le cas avant, des quotas d'importation et des taxes de douane. C'est comme ça qu'on mettrait des milliers d'Alsaciens et de Lorrains au chômage. Il y a de véritables besoins en termes de création d'entreprises, de petites entreprises. On a rencontré des éleveurs ardennais qui nous disaient que, par exemple, au niveau de la maintenance de leurs robots de traite, ils n'avaient pas le service. Donc, il y a la possibilité d'aider la création de petites entreprises, de scope, et aussi de possibilité. La région a le pouvoir d'aider à la reprise d'entreprises en faillite. Donc, il y a un levier. Je voudrais juste quand même donner notre proposition. Nous, on propose de réorienter massivement les aides accordées par le Conseil régional vers les PME, les TPE et les métiers de l'artisanat. Oui, mais encore faut-il que ce soit légal et ça l'est pas aujourd'hui. Puis encore faut-il que ce soit efficace. Là, c'est très subjectif. Bora Yilmaz, qu'est-ce qu'on fait pour créer de l'emploi ? Alors, beaucoup de choses sur ce sujet. On n'aura peut-être pas le temps de tout développer. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que le futur exécutif de la région, le futur président de la grande région, devra être en pointe dans la lutte contre les politiques d'austérité. C'est une question nationale, effectivement, mais qui a des conséquences très concrètes en région, notamment en matière de baisse des dotations publiques pour le fonctionnement des collectivités. Le futur exécutif en aura la légitimité puisqu'il représentera plus de 5 millions d'habitants. Qu'est-ce que ça veut dire lutter contre les politiques d'austérité ? Justement, vous disiez plus de 5 millions d'habitants. Ça veut dire, selon vous, que ce président-là aura peut-être davantage de poids pour intervenir sur une politique nationale d'austérité parce qu'il représentera plus de 5 millions de personnes ? Il aura évidemment plus de poids. Ce ne sera pas le maire d'une petite commune. Lutter contre les politiques d'austérité, c'est reconquérir les dotations qui ont été supprimées aux collectivités ces dernières années et qui sont des moyens de créer des emplois. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de soutenir l'investissement public qui, aux 3/4, est porté par les collectivités territoriales et en particulier par les régions. L'investissement dans les régions, c'est un moyen d'alimenter, d'irriguer des filières dans le secteur du bâtiment notamment, où nos 3 régions ont perdu beaucoup d'emplois ces dernières années parce qu'il n'y avait plus de commandes publiques. Donc ça, c'est vraiment la priorité du futur exécutif de la région, c'est de reconquérir ces dotations pour permettre à la région d'investir et de créer des emplois. Nous avons estimé en fait la création d'emplois sur 5 ans. Il y a une cellule qui a travaillé uniquement sur le budget. Et donc la création d'emplois pour la rénovation thermique des logements, parcs publics et parcs privés et la transition énergétique vers les énergies nouvelles, c'est 50 000 emplois en 5 ans. Alors justement, pour compléter, excusez-moi, oui, une deuxième chose, il faut évidemment mettre des conditions aux aides qu'on apporte aux entreprises, mais il faut est-ce que c'est possible également ? Bien sûr. Alors c'est possible, par exemple, en procédant par des avances remboursables, par exemple, ou en créant au niveau de la région un fonds de prêt pour les entreprises pour leur permettre de se financer parce qu'elles n'ont pas accès au financement qui est complètement dominé par les marchés financiers. Je voudrais juste dire qu'il faut également s'appuyer sur les salariés et leurs représentants qui se mobilisent pour préserver leurs emplois. Les exemples sont très nombreux dans la région et on ne peut pas laisser, comme ça a été dit, une entreprise comme la Smart en Moselle qui a été aidée par la région et qui aujourd'hui remet en cause la loi, remet en cause un acquis social majeur que sont les 35 heures. On va passer au dernier thème de cette émission. Vous l'avez évoqué, les marchés publics, les grands projets. Il y a actuellement 3 grands projets d'infrastructures dans la région. 3 projets qui sont dans les cartons depuis des décennies et qui pourront peut-être se réaliser pendant votre législature. Vous pouvez peut-être, vous, ici autour de la table, en tout cas, participer à la décision. Il y a d'abord l'électrification de la ligne du train Paris 3, le doublement de l'A31 en Lorraine. On va attendre un peu. On va voir le tracé tout de suite.
possible de ce doublement de la 31. Et puis enfin, le GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg. Justement, Laurent Jacobi, je vous vois réagir. Est-ce que ces projets sont utiles? Est-ce que l'argent public doit être investi dans ces projets? Alors d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, l'argent de la région sert à des grands projets pharaoniques, mais pas du tout à des projets du quotidien. Et c'est vrai pour l'ensemble des collectivités. Alors vous savez, j'en ai fait un dada, mais l'aéroport de Vatry en Champagne-Ardenne qui a coûté 240 millions. Tiens, d'ailleurs, c'est à peu près... Ça ne concerne pas directement la région. La région a beaucoup participé. C'est surtout le département. Elle participe... Non, soyons précis. Elle participe à hauteur de 800 000 euros par an en aidant la société Ryanair. Laissez-moi terminer mon raisonnement, s'il vous plaît. Vous savez que ça concerne d'abord le département. Laissez-moi terminer mon raisonnement. C'est 240 millions, c'est le prix à peu près de l'électrification du Paris 3. Je pense que c'est les priorités qu'il faut voir. Est-ce qu'on donne la priorité aux TGV et aux autoroutes payantes, c'est-à-dire ce qui est cher et qui relie les grandes villes, mais qui laisse de côté les petits territoires et les gens moins fortunés? Ou bien est-ce qu'on s'attaque à garder du TER, à empêcher les gares de fermer et à rénover les routes secondaires? Juste d'un mot. Ça, c'est important. Sur ces projets, il faut les faire. La 31, oui, non, sur ces projets, il faut les faire en réorientant, évidemment, et en se posant les bonnes questions sur les deux projets autoroutiers que vous citez. D'abord, nous nous battrons pour qu'ils soient gratuits et nous ferons payer les camions d'une manière ou d'une autre, mais c'est là notre levier de région. Parce que, pourquoi est-ce que ces autoroutes sont encombrées? Parce que les lignes TER qui passent à côté sont mal foutues, qu'elles n'arrivent pas à l'heure et qu'elles sont engorgées, et parce que les camions étrangers les empruntent. Donc, si on fait une politique globale de transport cohérente, on n'aurait pas ces problèmes. Maintenant, on les a, il faut les régler. Surtout, un petit mot. Laurent Jacobi, attention à l'équilibre. Il faut le faire avec les citoyens. On vous avez trop d'avance. Nadine Corsial, pour les Verts, il faut, j'imagine bien, électrifier la ligne Paris 3. Oui, pour la qualité. Qu'est-ce qu'on fait des autres projets? Alors en fait, nous, on est contre ces projets qui sont des projets du passé. On est pour la compétence transport, c'est une compétence majeure. On est pour la réactivation du réseau capillaire des TER pour faire vivre les campagnes. On est effectivement pour la taxe poids lourd, pour se donner les moyens. La gare de Vandières en Lorraine aussi? Bien sûr. Interconnectant bien TGV, sûr. TER. Ça, c'est un point important pour nous. Malgré la vie des citoyens. On est pour aussi faciliter le transport des jeunes, créer un pass jeune transport gratuit. On est pour les transports multimodaux et on est contre tous ces projets qu'on juge inutiles, que vous avez cités. Pour le GCO, par exemple, un endroit que je connais bien, Contournement de Strasbourg. Contournement de Strasbourg, pardon. Qu'est-ce que vous proposez si effectivement pour vous c'est un projet du passé, qu'est-ce que vous proposez comme alternative pour résoudre les problèmes? Développer les transports en commun. Donc le multimodal avant tout. Très bien. Alors, par rapport à ces grands projets d'infrastructure, il y a quand même une donnée de base. C'est que les projets, les budgets dont disposera la région, si vraiment elle voit jour, ils vont être stables, voire en baisse. Et donc, effectivement, le risque, c'est qu'ils soient utilisés pour ces grands projets inutiles au détriment de la vie du quotidien. Si, par exemple, on veut réactiver les réseaux capillaires, comme vous le dites, il faut des moyens derrière. Et ces moyens-là, il y en a un tout simple, ça serait l'écotaxe. Aujourd'hui, l'Alsace avait demandé maintenant depuis quasiment 15 ou 20 ans la mise en place de cette écotaxe. Et c'est l'illustration même du système jacobin et central, le fait que cette écotaxe finalement a été mise en place uniquement de manière nationale alors qu'on a demandé une expérimentation et qu'au final, au lieu d'avoir laissé la possibilité aux régions d'exploiter cette écotaxe et de fixer elles-mêmes le montant de l'écotaxe, on l'a supprimé en supprimant pour tout le monde. Et du coup, on met 250 personnes à la porte à Metz et les camions continuent à circuler en masse en Alsace. Ça, c'est une piste intéressante et c'est une piste qu'il faut creuser et c'est une compétence qu'il faut donner à la région. Bien noté. David Wenzel, dans votre profession de foi, vous prenez les référendums. Est-ce que, par exemple, sur ces projets-là, vous envisageriez d'organiser un ou des référendums? Alors, c'est exactement pour ces projets très coûteux que nous souhaitons avoir l'aval des citoyens. C'est-à-dire que nous, on considère que ça suffit en fait d'avoir des élus qui dépensent l'argent public sans avoir jamais l'accord des citoyens derrière. Et on veut vraiment que... Les élus, comme vous le disiez, par définition, ils sont élus. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on élit une personnalité. Les citoyens, bien souvent, n'ont pas le détail exact de tout le programme des candidats. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est remettre le citoyen au cœur de la démocratie. Oui. C'est-à-dire que nous voulons rendre la démocratie aux citoyens
Donc, par exemple, sur ces grands projets très coûteux, nous voulons vraiment que ce soit eux qui choisissent où et dans quel but sera utilisé l'argent public. Alors, on est aussi pour une chambre des territoires, à côté de la chambre des élus régionaux, qui permettrait de représenter les intercommunalités et les pays et qui est une force de On va bien rester sur la question des grands chantiers, si vous le permettez. Vous soulignez l'intérêt de projets innovants, vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure. Est-ce que ce type de projet est, selon vous, des projets innovants ? Les grands projets, il n'y a pas d'hostilité de principe. Ils peuvent être utiles quand ils répondent à des besoins. Ils sont également utiles sur le plan économique, sur la question de l'emploi, parce qu'ils irriguent des circuits économiques. Alors, pour rentrer dans le concret, effectivement, il y a un certain nombre d'axes routiers qu'il faut désengorger parce que l'engorgement de ces axes crée aussi de la pollution. Donc, on a un problème d'ordre écologique de ce point de vue-là. Maintenant, je crois qu'il faut, et de ce point de vue-là, je rejoins ce qui est dit par Europe Écologie Les Verts, il faut soutenir et multiplier les alternatives au tout routier. Mais sur les trois, et ça passe notamment par le développement du transport ferroviaire. Et je crois de ce point de vue-là qu'il y a un énorme loupé sur la gare d'interconnexion de Vandières. Jean-Pierre Masseret très clairement a manqué de volonté politique et de courage politique sur cette question. Bien noté sur Vandières. Et c'est bien dommage, il faut remettre le débat sur la table dans la prochaine mandature. Tout le monde doit s'exprimer. Julien Vostine, est-ce que cette question des transports, des grands chantiers vous interpelle ou pas vraiment ? Je rappelle que vous travaillez chez Peugeot. Ça peut aussi vous toucher, la question de la route. C'est moi ce que je vois, comme à chaque élection, les politiciens nous promettent monts et merveilles, ils nous promettent des chantiers, ils nous promettent de résorber le chômage, ils nous promettent même un air plus respirable. Il y a des chantiers qui se font quand même. Ils nous promettent quand même, dans les 5 prochaines années, de faire tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire quand les uns et les autres étaient aux commandes. Et quand même, moi je tiens à dire que, encore une fois, dans les classes populaires, parmi les retraités, parmi les chômeurs, l'avenir, c'est pas dans les 5, 10, 15 ans, c'est demain, c'est comment on va faire demain. Moi je travaille avec des centaines d'intérimaires qui ont 20 ans, leur problème c'est de trouver du travail. Je côtoie des retraités, leur problème c'est de comment on va faire pour finir le mois avec une retraite qui est pas suffisante, c'est comment on paye la cantine des enfants. Enfin, encore une fois, je suis peut-être pas sur la même planète. Moi, je pense que les préoccupations des classes populaires, c'est aujourd'hui bien autre chose que ces projets. Alors peut-être qu'il y a des projets qu'il faut poursuivre à leur terme, mais aujourd'hui, le problème numéro 1 des classes populaires, c'est quand même le chômage, c'est quand même de trouver un emploi. Sur ces grands projets, vous avez un avis ou vous envisagez de consulter les électeurs ? J'ai un avis évidemment sur les transports, notamment le problème aussi avec ce chantage au licenciement, avec cette précarité qui augmente, c'est que les travailleurs, ils sont obligés bien souvent d'aller de plus en plus loin de chez eux pour pouvoir travailler, pour pouvoir trouver un emploi. Et bien justement, quand je parlais tout à l'heure de l'interdiction des licenziements et la répartition du travail, et ben oui, c'est aussi pour permettre à chacun de trouver un emploi. Mesdames, messieurs, nous arrivons. Nous avons des élus Front de Gauche qui ont agi dans les majorités de gauche en Champagne-Ardenne et en Lorraine et qui ont obtenu des résultats. Oui, en matière de transport. On est à la conclusion. On arrive déjà à la conclusion de cette émission. Ça va très vite, je le sais, mais c'est le jeu. Le temps imparti a été fixé. Vous avez chacun désormais 1 minute pour présenter vos engagements aux électeurs. Votre ordre d'apparition, je le disais tout à l'heure, a été fixé par tirage au sort. On commence avec vous, Julien Vostine. Alors, moi, je dirais que dans les classes populaires, on assiste à ce petit jeu des élections et à ces alternances au pouvoir. Et finalement, on se dit, depuis des années, qu'est-ce que ça a changé pour nous ? Alors, ça change peut-être pour des politiciens qui se battent pour aller à la mangeoire, pour des places. Mais moi, je m'adresse à ceux dont la vie est de plus en plus dure, à ceux à qui on explique qu'il faut faire des sacrifices, qu'il n'y a pas d'autre choix que de subir. Et je leur dis que oui, le seul vote utile dans ces élections, c'est le vote lutte ouvrière. C'est de montrer qu'il y a des travailleurs, dans les classes populaires, il y a un électorat qui est conscient que ces grands partis ne le représentent pas, qu'il faut faire entendre ceux qui sont révoltés par tous ces licenciements, par ce chômage de masse, par cette précarité. Il faut aussi que ceux qui se sont reconnus dans la colère des salariés d'Air France au mois d'octobre, ils puissent s'exprimer, ils puissent dire leur écœurement face à un gouvernement qui roule ouvertement pour la bourgeoisie. Alors, on sait bien que ce n'est pas un bulletin de vote qui changera la vie, mais ça permet déjà de se regrouper politiquement autour d'un programme, de se compter, et puis demain de préparer les luttes qu'il faudra mener pour changer notre sort face à ces capitalistes. C'est terminé. Merci beaucoup, Julien Vostine. Laurent Jacobelli, c'est à vous, 1 minute.
Notre région a beaucoup d'atouts. Malheureusement, elle a été gâchée par une classe politique qui n'a pas su y faire, UMP, PS et centristes. Et surtout, je conjure tous ceux qui nous regardent aujourd'hui à ne pas faire la même erreur. Évidemment, pas les socialistes, évidemment pas les extrêmes, mais évidemment pas Richert, qui a trahi l'Alsace, qui a trahi Madame Morano et qui demain nous trahira. Richert qui a surendetté l'Alsace à tel point qu'aujourd'hui ne peut même plus financer le développement économique de sa région. Nous, autour des valeurs gaullistes, nous proposons des solutions de bon sens. Halte au matraquage fiscal et aux taxes. Oui à une meilleure utilisation de l'argent public. Remettre les élus au travail en faisant en sorte qu'ils ne sont payés qu'en fonction de leur temps de présence. Acheter local, ne s'occuper que de l'emploi local et des entreprises locales, faire vivre nos agriculteurs locaux et faire rempart à chaque fois que c'est possible à la désastreuse politique du gouvernement en matière de sécurité, d'immigration et de développement économique en général. Il faut élire des hommes et des femmes courageux, de conviction, autour des valeurs gaullistes. Nadine Corsia. Alors, la liste portée par Sandrine Bélier, la liste écologiste, solidaire et citoyenne, est un projet d'avenir. C'est vraiment un projet d'emploi durable. Il est à remarquer que, en général, nous faisons ce que nous avons promis. Nous avons eu des élus qui ont créé Terre de Liens, participé à la création de Terre de Liens et à créer de l'emploi au niveau de l'agriculture. Et une remarque aussi, c'est que nous défendons la parité et nous l'avons faite. Nous sommes la seule liste qui réalise la parité sur toutes les têtes de liste. Merci beaucoup. Bora Yilmaz, vous avez 1 minute. La situation dans laquelle nous nous trouvons montre qu'il y a un réel besoin de redonner du sens à nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, de laïcité, de les réaffirmer, mais de leur donner une traduction concrète. Et la région peut apporter des réponses de ce point de vue-là. On rencontre beaucoup de monde dans notre campagne sur le terrain qui craignent une victoire de la droite sous la pression de l'extrême droite. Et ce que je veux dire ici, c'est que avec notre liste, avec Patrick Perron et la liste Novi d'abord, vous pouvez redonner des couleurs à la gauche. C'est une condition pour avoir des élus utiles qui agiront demain dans des majorités de gauche au plus près des besoins de la population. C'est la condition pour s'assurer d'une victoire de la gauche le 13 décembre prochain. David Wenzel. Donc nous, à l'UPR, nous ne manquons pas des citoyens, c'est-à-dire que nous leur expliquons vraiment d'où viennent les gros problèmes que l'on peut constater au jour le jour. Donc j'invite vraiment tous les téléspectateurs à se rendre sur notre site internet upr.fr où ils pourront avoir accès à nos analyses et notamment au fait que nous expliquons que nous ne sommes plus en démocratie, que les grands choix stratégiques ont été volés aux citoyens par des entités de personnes non élues que sont la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN, et que si on veut un jour pouvoir lutter efficacement contre les politiques du chômage, il faut vraiment retrouver notre pouvoir de décision. Donc nous ne pourrons rien faire réellement dans le long terme et d'efficace si nous ne sortons pas de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est vraiment ces 3 conditions qui sont... on ne peut pas faire autrement et on ne pourra pas lutter efficacement si on ne met pas ça en place. Merci beaucoup. Et le mot de la fin à vous, Jean-Georges Trouillet. C'est parti pour 1 minute. Ces élections régionales de 6 et 13 décembre prochains seront un tournant pour nos régions. Et ça sera vraiment un choix de société qui sera demandé à nos électeurs. Nous refusons de voir disparaître nos régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne dans un ensemble, dans un mastodonte ACAL qui sera incohérent, qui sera coûteux et qui sera inefficace. On peut créer de l'emploi, on peut développer nos entreprises, on peut avoir maintenant des politiques de transport adaptées et par rapport à l'environnement également. Mais pour cela, il faut garder nos régions et leur donner plus de compétences et plus de moyens. Nous sommes les seuls à avoir défendu nos compatriotes, nos électeurs dans les régions. Et on doit dire qu'ils n'ont pas eu les élus qu'ils méritaient. Ces élections, pour nous, elles ont valeur de référendum. Et si on veut vraiment sortir de cette ACAL et proposer un autre projet, il faudra voter pour l'Alsace. Il faudra voter pour la Lorraine, pour la Champagne-Ardenne, non à la CAL et oui à nos régions. Merci beaucoup. Merci à tous les 6. Vous avez respecté la minute de conclusion. Du coup, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'être venus ce matin sur ce plateau. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, Vincent, mercredi soir, le 2 décembre, à
22h50. Parfait. J'ai bon. Pour un ultime débat avant le premier tour du 6 décembre. Absolument, en présence de Sandrine Bélier, Jean-Pierre Masseret, Patrick Perron, Florian Philippot et Philippe Richert. Ce sera effectivement l'ultime débat d'avant premier tour. Et j'en profite pour rappeler également qu'il y aura la soirée électorale du 6 décembre, car on vote dimanche prochain, il ne faut pas l'oublier. Cette soirée électorale se tiendra sur l'antenne commune France 3 Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne à partir de 20h15. Voilà, j'espère que vous avez bien tout noté. Pour l'instant, c'est l'information régionale dans nos stations respectives. Là, je commence par France 3 Alsace. Allez-y, je vous l'accorde. Et pour vous ? France 3 Champagne-Ardenne, bien sûr. Et puis on n'oublie pas les Lorrains, il y a aussi l'information régionale sur France 3 Lorraine. Très bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite sur toutes les stations de France 3. Sur France 3. Alsace aussi. N'oubliez pas la Champagne-Ardenne et la Lorraine.